L'Empire britannique. On a tous cette image en tête, n'est-ce pas? Ces cartes du monde colorées en rouge. L'Union Jack qui flotte sur tous les océans. C'est l'image d'Épinal. Mais, et c'est un grand mais, derrière cette façade de puissance militaire, cette soi-disant mission civilisatrice, il y a une autre histoire. Une histoire bien moins glorieuse. C'est une histoire de finances, de dettes et, disons-le, d'argent sale. C'est ça le vrai carburant qui a fait tourner la machine impériale. Alors voilà le tableau. D'un côté, on a l'histoire officielle, celle des livres d'école. Le courage, l'innovation, la domination navale, bref, la grande aventure civilisatrice. Et de l'autre, eh bien la face cachée. La dette, l'esclavage, la toxicomanie, l'exploitation. C'est un peu le jour et la nuit, hein. Aujourd'hui, on va essayer de démêler tout ça, de voir comment ces deux histoires s'emboîtent pour comprendre ce qui a vraiment fait la puissance de cet empire. Et ça nous amène à la question centrale, la question à 1 million. Comment une petite île, plutôt pauvre, a-t-elle pu devenir une superpuissance mondiale? Il faut se remettre dans le contexte. Au XVIIe siècle, l'Angleterre, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est ni le pays le plus riche, ni le plus peuplé, ni le plus puissant d'Europe. Loin de là. Alors comment est-ce possible? Comment ont-ils fait pour dépasser tous leurs rivaux et bâtir l'empire le plus vaste de tous les temps? La réponse, en fait, elle est assez simple, mais elle change tout. Elle n'est pas sur les champs de bataille, non. Elle est dans les livres de comptes. L'Empire britannique s'est construit grâce à un moteur financier absolument révolutionnaire. Un moteur alimenté par ce qu'on pourrait appeler de l'argent sale. Le secret, ce n'était pas seulement les canons, c'était le capital. Et surtout, cette capacité incroyable à trouver des sommes folles d'argent par des moyens, disons, peu recommandables. Bon, alors, regardons cette mécanique de plus près. Première étape, comment ont-ils inventé ce fameux moteur financier? Quels sont les outils qui ont tout permis? Ok, petit retour en arrière. Tout se met en place à partir du XVIIe siècle. On a d'abord la création de la Compagnie des Indes orientales en 1600, on y reviendra. Et puis le moment clé, le vrai Big Bang financier, c'est la création de la Banque d'Angleterre en 1694. Ces deux événements, ils vont poser les fondations d'un système complètement nouveau qui va transformer Londres en capitale financière du monde. Alors, la Banque d'Angleterre, qu'est-ce que c'est au juste? C'est une idée de génie, en fait. C'est un système qui permet au gouvernement d'emprunter des sommes colossales à des investisseurs privés. En gros, la guerre et l'expansion de l'Empire deviennent une sorte d'investissement collectif. N'importe qui avec un peu d'argent, un marchand, un aristocrate, pouvait prêter à l'État et toucher des intérêts. C'était un pari sur le succès de l'Empire. Et ça a tout changé. La dette nationale n'était plus une faiblesse, c'était devenu le carburant de la conquête. Mais attention, il n'y avait pas que la dette de l'État. Ça, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Le secteur privé, lui aussi, a joué un rôle absolument énorme. Et l'exemple parfait, c'est la Compagnie des Indes orientales. Regardez cette évolution, c'est fou. Au début, c'est juste une petite boîte de commerce. Puis, ça devient une énorme société privée. Et puis, tenez-vous bien, elle lève ses propres armées. Et à la fin, elle gouverne carrément un continent entier. C'est l'exemple type de la fusion entre le business privé et la puissance de l'État. Une machine à profit et à pouvoir. D'accord, le système est en place. Mais la question c'est, d'où vient tout ce fric? D'où vient cet argent qui alimente la machine? Et c'est là qu'on entre dans la partie la plus sombre de l'histoire. Les sources de cet argent sale impérial sont assez claires. Primo, la traite négrière, des fortunes absolument colossales bâties sur la souffrance humaine. Deuxio, l'imposition coloniale, en particulier en Inde, un pillage organisé qui pompait les richesses locales. Et tertio, les stupéfiants, oui, le trafic de drogue avec l'opium pour redresser la balance commerciale. Voilà les 3 piliers. La souffrance humaine était incommensurable. Mais du point de vue froid de la finance, ce système a généré une richesse stupéfaçante. C'est exactement ça. C'est ce décalage total. D'un côté, une souffrance inimaginable. De l'autre, à Londres, des chiffres qui grimpent, des profits qui explosent. La vie humaine, c'était juste une variable dans une équation financière. Et le plus dingue, c'est que même après l'abolition de l'esclavage, la logique financière a continué. Le gouvernement britannique a versé des sommes astronomiques, non pas aux esclaves, mais aux propriétaires d'esclaves, pour les dédommager de leurs pertes. Et cet argent, il n'a pas disparu. Il a été directement réinjecté dans le circuit économique de l'Empire, finançant des chemins de fer, des usines. La richesse issue de l'esclavage a continué d'irriguer tout le système. L'Inde, de son côté, c'était un peu le distributeur automatique de l'Empire. Le mécanisme était d'une simplicité brutale. Étape 1, on collecte des impôts énormes sur les paysans indiens. Étape 2, cette richesse est envoyée directement à Londres. Étape 3, on utilise une partie de cet argent pour payer les fonctionnaires britanniques sur place. Étape 4, le plus important, tout le surplus, tout l'excédent sert à financer l'expansion de l'Empire partout ailleurs dans le monde. C'est la richesse de l'Inde qui a payé les factures de l'Empire.
On voit bien que cette logique financière a tout financé. Mais ça va plus loin. Elle a aussi dicté la politique. Les guerres n'étaient plus menées pour la gloire, mais pour le bilan comptable. Et l'exemple le plus ahurissant, ce sont les guerres de l'opium. Là, on est en plein dedans. Le problème de base, c'est un problème de balance commerciale. Les Britanniques adorent le thé chinois. Ils en achètent des tonnes. Problème, les Chinois, eux, n'achètent quasiment rien en retour. Résultat, l'argent métal, quitte la Grande-Bretagne pour la Chine. C'est un déficit énorme. La solution trouvée, inonder la Chine avec de l'opium cultivé en Inde pour forcer les Chinois à payer et inverser la tendance. C'est un calcul purement économique. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. On parle d'une opération de trafic de drogue à l'échelle d'un empire. Les marchands britanniques balancent l'opium en Chine, des millions de gens deviennent accros, la société chinoise est déstabilisée. Et quand le gouvernement chinois essaie de stopper ça, que fait la Grande-Bretagne? Elle envoie les navires de guerre, la Royal Navy. On ne fait pas la guerre pour la liberté ou la démocratie, on la fait pour protéger les profits des trafiquants de drogue, qui sont financés par les grandes banques de Londres. Ok, au XXe siècle, l'empire politique s'effondre. Mais qu'est-ce qui reste? Est-ce que cette architecture financière, ce système, a disparu avec lui? C'est loin d'être sûr. Le coup de grâce, ce sont les 2 guerres mondiales. Pour payer ces guerres, la Grande-Bretagne doit s'endetter comme jamais, surtout auprès des États-Unis. Et le résultat est spectaculaire. Au début du XXe siècle, la Grande-Bretagne est le banquier du monde. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est un pays endetté, le pouvoir financier a traversé l'Atlantique, c'est la fin d'une époque. Mais voilà le point essentiel. L'empire politique a peut-être disparu, les drapeaux ont été ramenés, mais le modèle financier, lui, n'est pas mort. Cet héritage, en fait, on le voit encore partout aujourd'hui. Prenez les sociétés géantes qui agissent presque comme des États. Ça ne rappelle pas un peu la Compagnie des Indes orientales? La dette écrasante de certains pays, c'est l'écho des anciennes charges coloniales. Et ce réseau mondial de paradis fiscaux, souvent situés dans d'anciens territoires britanniques, c'est une continuation directe de cette culture du secret bancaire. Le système n'a pas disparu, il s'est métamorphosé. Ce qui nous laisse avec une dernière question. L'Empire est mort, c'est un fait. Mais son plan directeur financier, lui, a-t-il vraiment disparu? Ce modèle où le capital circule de façon opaque, où les intérêts financiers peuvent dicter la politique des États, est-ce que ça ne nous dit rien sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui? La question reste ouverte.